Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce matin. Donc pour cette matinale, cette ouverture déjà de la Silver Valley Week. Silver Valley Week qui est une semaine entière consacrée à la Silver Valley, à l'offre de services avec toutes sortes d'activités et d'informations et de montées en compétences et de rencontres pour chacun d'entre vous. Donc, on commence cette Silver Valley Week avec une matinale sur la distribution. Alors, un peu plus que la distribution, hein, l'idée, c'est vraiment de montrer à quel point notre secteur est complexe sur le sujet de la distribution. C'est pour ça que, effectivement, on a invité de nombreux intervenants qui pourront nous permettre de comprendre en fait la complexité de ce secteur. Donc, avant de leur laisser la parole, je propose de vous faire un petit point déjà sur ce que fait Silver Valley aujourd'hui, puisque je sais qu'il y a de nombreux nouveaux adhérents. C'est toujours bien de rappeler, alors je vais aller assez vite avant d'aborder le sujet bien sûr de la distribution et de laisser la parole ensuite aux intervenants. C'est parti. Alors, donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre chez Silver Valley, donc déjà, bienvenue, on est ravis. Silver Valley est ce qu'on appelle un cluster. Alors, c'est pas les clusters que vous croyez, puisque malheureusement, le terme a été un peu dévoyé. Mais c'est un regroupement d'organisations qui est vraiment spécialisé dans l'innovation pour la longévité. Et à ce jour, nous sommes l'écosystème donc d'innovation le plus gros et qui est aussi unique en Europe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 4000 professionnels qui sont fédérés à l'intérieur de ce groupement. Ça correspond à peu près à 300 organisations de la Silver Economy, en tout cas qui touchent à la Silver Economy. Et on a aussi construit une communauté de 9000 personnes âgées entre 60 et 90 ans qui sont au cœur du processus d'innovation, c'est-à-dire que l'usager, bien sûr, est au cœur de notre sujet. Silver Valley, c'est finalement assez simple, hein. On a 3 métiers distincts. Évidemment, avec ce réseau de 4000 professionnels, notre objectif, c'est de permettre aux personnes de se rencontrer. Alors, bien sûr, depuis un an, c'est un peu plus compliqué, quoique vous allez voir au cours de cette semaine, notamment vendredi, par exemple, pour ceux qui sont inscrits, qu'on a possibilité, bien sûr, de se rencontrer de façon numérique et digitale. Mais de toute façon, notre travail, c'est de créer des synergies entre les différents acteurs du réseau. Alors, par exemple, entre les startups entre elles, parfois des grands groupes, des investisseurs et des startups, des organisations publiques et des startups, des financeurs publics ou privés et des startups, ou des unités de recherche et développement. Donc, l'objectif, c'est effectivement, comme nous, on a une vision un petit peu globale du sujet, on peut créer des synergies. Donc, la première chose, effectivement, c'est de permettre de vous rencontrer, d'élargir le réseau, aussi de confronter son projet entre professionnels. Parce que la difficulté, c'est qu'on est dans une filière un peu spécifique, on va le voir tout à l'heure. Et bien sûr, voilà, c'est bien d'échanger entre professionnels de la Silver Economy, de la longévité, de l'innovation, du vieillissement, du médico-social et du sanitaire. Le deuxième pilier de Silver Valley, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement entrepreneurial. Donc là, c'est vraiment notre rôle d'incubateur, d'accélérateur, qui est assez classique justement dans les organisations comme Silver Valley à travers toute l'Europe. Donc la possibilité qu'on a, c'est de prendre notre projet dès le départ. Donc parfois, c'est juste des idées sur des bouts de papier et de l'accompagner jusqu'à sa scalabilité. Donc on a aujourd'hui plusieurs offres de services que je vais vous présenter rapidement ensuite. Et enfin, bien sûr, Silver Valley, c'est une vigie prospective. C'est aussi une sorte de laboratoire socio-économique de la longévité grâce à notre communauté de seniors qui nous permettent de mieux comprendre les besoins, les attentes, les envies, les désirs des personnes âgées et de pouvoir améliorer toujours plus les innovations et de pouvoir toujours plus répondre à leurs besoins pour que les innovations, qu'elles soient issues de PME, de TI, de grands groupes ou de startups, soient plus performantes et répondent vraiment, rencontrent leur marché. Donc ça, c'est tout le travail de veille et d'analyse de la société de la longévité que fait Silver Valley. Donc au niveau de la rencontre, on a beaucoup d'événements, bien sûr. Là, vous voyez la Silver Week tout en haut à droite. La Silver Week, en fait, c'est un de ces événements où les gens se rencontrent tout au long de la semaine. On a entre 200 et 300 participants à chaque fois, où on va avoir des formations, des discussions,
On va avoir des accompagnements personnalisés également. Et puis, bien sûr, la bourse Charles-Foix, qui est vraiment un des événements les plus connus de la filière et de Silver Valley, qui est notre concours d'innovation. Et pour ceux qui le souhaitent, hein, je rappelle que c'est en cours, donc vous pouvez encore répondre à l'appel à projet sur le site de Silver Valley, donc bourse Charles-Foix. Alors, ce qui est important pour les entrepreneurs ici présents, et je pense qu'il y en a beaucoup puisque c'était le sujet de la matinée, c'est notre capacité de vous accompagner du début du projet jusqu'à la scalabilité. Donc, on a un programme qui s'appelle Être entrepreneur, où vous allez pouvoir trouver différents formats. Le premier format, vous le trouvez d'abord en ligne sur le site de Silver Valley. C'est un autodiagnostic de projet d'innovation qui est gratuit, qui a été fait en partenariat avec le laboratoire d'ingénierie industrielle et d'innovation de Centrale Supélec, qui vous permet non seulement de vous poser des questions clés sur votre projet d'innovation et aussi d'avoir accès à un matériel méthodologique, pédagogique sur quels sont les grands outils que je peux utiliser en tant qu'innovateur. Donc, c'est un autodiagnostic que tout le monde peut faire en ligne. On va aussi procéder en 2021, et vous serez au courant bien sûr, à des formations sur l'innovation, c'est-à-dire qu'on accompagne beaucoup de projets chez Silver Valley, on se rend compte que les idées sont souvent très bonnes, mais parfois les publics sont mal calibrés et surtout, en termes d'innovation, les méthodologies d'analyse de l'innovation ne sont pas forcément acquises. Donc, on va vous proposer 4 modules. Alors, ça sera exclusivement réservé aux adhérents, 4 modules de formation à l'innovation. Et surtout, avec le concours de notre partenaire AG2R à la mondiale, nous avons créé les mercredis de l'entrepreneur. Donc ça, ce sont des accompagnements personnalisés. On arrive à en faire 120 par an. Donc vous pouvez vous inscrire aussi sur le site de Silver Valley. Donc c'est tous les mercredis, vous avez une personne de chez Silver Valley, ou 2 ou 3, qui vous accompagne sur votre projet, donc avec un panorama 360 de votre projet. Alors, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais justement, grâce à cette communauté, on essaye de trouver au maximum des solutions pour les problématiques que vous rencontrez, que ça soit lié à la communication, au marketing, au financement public, au financement privé, aux appels à projets et autres. Et bien sûr, les problématiques de la distribution qui sont extrêmement récurrentes, d'où la matinée de ce matin. Et ensuite, on rentre dans le dernier niveau de l'accompagnement que peut réaliser pour vous Silver Valley, c'est le Scale-up Lab, qui est cette méthodologie qui est très exigeante, qui permet en fait à la fin d'un processus de 12 semaines de stress test de bénéficier d'une attestation de scalabilité qui vous permettra non seulement de pouvoir toucher des fonds d'investissement beaucoup plus importants que les business angels, par exemple, de toucher des grands groupes industriels qui souhaitent faire de l'innovation ou de la croissance externe. Voilà, cette Scale-up Lab est réservée à, je dirais, une petite élite de startups qui souhaitent vraiment être dans la scalabilité. Et sur ce sujet, vous allez voir apparaître dans quelques semaines un top 40, le top 40 des startups de la Silver Economy que nous sommes en train de réaliser. Donc ça, c'est vraiment la partie purement entrepreneuriale de Silver Valley qui est comprise dans votre adhésion. Donc, que ce soit bien sûr les diagnostics, les formations, les mercredis d'entrepreneurs. Le Scale-up Lab, c'est un autre dispositif, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout est sur le site Internet. Peut-être qu'on va vous mettre dans le chat les liens d'inscription. Et la troisième grand pilier de Silver Valley, c'est bien sûr toute la connaissance fine sur la société de la longévité. Et ça, on le fait grâce à la communauté des seniors bénévoles. Je crois qu'il y en a parmi nous ce matin. Je les remercie évidemment encore et toujours parce qu'ils s'engagent énormément auprès de nous pour plusieurs raisons. D'abord, pour tester vos innovations, vous faire des retours positifs ou négatifs, critiques en tout cas et constructifs. Et au niveau aussi de ce qui est exploration des signaux prospectifs, on peut, grâce à eux, comprendre un petit peu ce qui va se passer dans 2, 3, 5, 10 ans, que ça soit au niveau, par exemple, de l'adaptation de l'habitat, du rapport au numérique, de l'alimentation aussi, le parcours résidentiel. Il y a beaucoup de sujets sur le parcours résidentiel, la mobilité. Tous ces sujets sont abordés avec beaucoup d'engagement de la part des seniors et beaucoup de réflexion aussi, ce qui nous permet de développer une unité de recherche et prospective qui est toute nouvelle chez Silver Valley et qui nous permettra de faire des publications un petit peu plus pointues et scientifiques sur le sujet. Donc voilà un petit peu en 2 mots ce que propose Silver Valley pour les nouveaux adhérents. Désolé de cette remise au point pour ceux qui connaissaient déjà, mais c'est quand même toujours important de le rappeler. Alors, donc,
avant de... pardon, il y avait des messages dans le chat. Avant d'aborder le sujet clé de la matinée, je voudrais rappeler quand même des éléments très importants pour comprendre justement les circuits de la distribution de la silver economy. Déjà, il faut refaire un petit rappel de ce qu'est la silver economy parce que on en a souvent une définition très floue. Il y a beaucoup de mélanges en fait, que ce soit par l'histoire de la silver economy ou par ce qu'elle fait aujourd'hui ou par les représentations qu'on en a. Je voudrais juste faire un cadrage avant justement d'aborder les sujets de la distribution parce que vous allez voir que les différents marchés qu'adresse la silver economy sont intimement liés. Donc déjà, premier cadrage, la silver economy ne s'adresse pas qu'à la sphère médico-sociale et sanitaire, puisque en France, on a une spécificité française due au système de prévention et système de protection sociale. On a 92% des Français qui sont autonomes à 60 ans. Les plus de 60 ans sont autonomes. Ça veut dire qu'en fait, on peut mourir aussi en toute autonomie finalement en France, c'est-à-dire sans passer par la case EHPAD, dépendance, etc. Donc des chiffres importants puisque aujourd'hui, on a 16 millions de personnes de plus de 60 ans en France. On a 600 000 personnes de 89 ans en moyenne qui sont dans les EHPAD. Donc vous voyez bien que on a quand même beaucoup de gens autonomes. Alors, il y a 1,2 million de Français qui sont bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie. Et vous voyez que c'est des petits pourcentages, en fait, par rapport au gros marché qui nous intéresse, des personnes qui avancent en âge, qui ont des besoins d'ajustement à l'avancée en âge ou de prévention, mais qui ne sont pas forcément dans la sphère médico-sociale et sanitaire. Ça, c'est très important pour que vous puissiez positionner notamment vos projets et vos services au cœur d'un marché qui est assez complexe et assez diversifié. Et c'est vraiment une des premières bases à connaître. Deuxième spécificité, bien sûr, c'est que la filière silver economy, c'est une filière transversale, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche l'ensemble de la société, l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, c'est multisectoriel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous soyez un transporteur, donc vous faites du train, que vous faites des yaourts, que vous fassiez des jeux vidéo, que vous fassiez de l'énergie, vous avez forcément entre 25 et 30% de votre clientèle qui a plus de 60 ans. Alors, avec ou non, d'ailleurs, des besoins spécifiques, n'empêche que c'est énormément de marchés, énormément d'activités avec beaucoup d'enjeux économiques. Donc ça, il faut aussi le savoir. La complexité des circuits de distribution est liée, bien sûr, au fait que c'est une filière transversale. Il n'y a quasiment aucun secteur industriel qui est épargné par la silver economy. Alors, chez Silver Valley, on a pris une décision, c'est de parler de silver economy à partir de 55 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 55 ans, vous êtes vieux, pas du tout. 55 ans, vous êtes forcément confronté à un moment donné au vieillissement, pour plusieurs raisons, soit parce que vous êtes déjà aidant d'une personne âgée, parce que parfois, malheureusement, vos ascendants sont décédés, parce que parfois, à 55 ans, vous réfléchissez à la fin de votre carrière, ou parce que parfois, vous êtes exclu de l'emploi. Je rappelle que 60% des chômeurs de plus de 55 ans sont en chômage longue durée. Donc, vous êtes quand même confronté à ces périodes de transition complexes entre la fin du travail, par exemple, et la retraite. Donc, 55 ans, c'est un âge où on commence à mettre les pieds, entre guillemets, dans le sujet du vieillissement. Alors, la silver economy, cocorico, ça fait pas de mal, c'est une invention française. Alors, bien sûr, on pourrait redéfinir les termes, parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'étranger, on nous demande si on travaille dans des mines d'argent ou si on est investisseur, mais en tout cas, pourquoi silver economy? Parce que c'est vraiment l'idée que la silver economy était un levier pour l'économie française et ça a été inventé, créé en 2013, on va y revenir après. Alors, je voudrais vraiment m'attarder sur ce slide parce que c'est celui qui remet un petit peu les pendules à l'heure des préjugés qu'on peut avoir sur le marché. Et vous allez voir que tout à l'heure, on va parler des circuits de distribution, ils sont intimement liés à ces marchés-là. Alors, je l'ai dit, 25% de la population française a plus de 60 ans, ce qui fait 16 millions de personnes. Dans ces 16 millions de personnes, il y a plein de découpages possibles. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas la matinée, mais je voudrais juste rappeler que donc 600 000 personnes sont en EHPAD, 1,2 million de personnes sont titulaires de l'aide personnalisée à l'autonomie, 4 millions de personnes dans ces 16 millions, toujours, sont exclues du numérique. Donc, vous voyez, on a quand même un contingent important de seniors français de plus de 60 ans autonomes dans les usages du numérique et qui vit au domicile. Ça, c'est important de l'avoir en tête.
Ce contingent de personnes, ça représente, si j'applique les mêmes filtres, pardon, sur les populations européennes, ça représente 90 millions d'Européens. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des marchés, ce sont des marchés quand même significatifs pour les projets d'innovation. Il y a un vrai gâteau de Silver Economy, évidemment, à se partager. La possibilité, alors ça c'est en 2015, on espère évidemment que les chiffres vont être mis à jour, mais la possibilité de la Silver Economy, c'est 0,25 points de PIB supplémentaire pour toutes les consommations de produits, de services qui pourraient se faire autour des sujets de longévité, de maintien, soutien au domicile, de compléments alimentaires, de mobilité, tout ce que vous voulez. Ce qui fait que on a l'habitude chez Silver Valley de dire que la Silver Economy est une filière de la relance, puisque si on arrive à travailler dans le sens des 93 milliards d'euros qu'on pourrait collecter sur ce sujet, nous sommes des acteurs économiques, je dirais pas de premier plan, mais quand même importants. Le ministère de la Santé a l'habitude de dire que la Silver Economy peut créer 300 000 emplois. Évidemment, on attend un petit peu de voir, mais en tout cas, c'est important. Au niveau de l'assurance des vies, vous connaissez, c'est une des plus élevées au monde, avec quasiment 85 ans pour les femmes. 63 ans, c'est l'âge moyen de départ à la retraite. Et alors, les chiffres importants aussi par rapport, encore une fois, à notre sujet du jour, sur le fait que 74% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ces personnes, en fait, 74% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement, alors qu'il n'y a que 54% de la population générale qui est propriétaire de son logement. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus propriétaires de son logement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand on est propriétaire de son logement, on ne va pas partir de son logement aussi facilement que si on était locataire ou pas. Donc, ça veut dire qu'on est implanté dans un territoire, on est implanté dans des circuits de distribution spécifiques. Et ça, c'est très important pour la suite, évidemment. Et alors, sur la connectivité des seniors, donc effectivement, on nous parle souvent du senior fragilisé, isolé, exclu numériquement. Je ne suis pas contre tous ces chiffres. Il n'y a que 4 millions des personnes qui sont exclues numériquement. Donc ça, c'est très important. Il y a 20% des personnes de 70 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a 74% des seniors de plus de 60 ans qui ont accès à Internet. Donc aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas se targuer de faire la Silver Economy sans prendre en compte la dimension numérique des seniors. Et de toute façon, dans 5 ans, on aura des taux bien plus importants que ça, puisqu'il y a une véritable rupture numérique qui est en train de se passer. Et le Covid a largement accéléré les choses, puisque des gens qui étaient exclus du numérique à l'origine, pendant le Covid, ont gagné 3, 4, même peut-être 5 ans de compétences numériques. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un projet d'innovation, que ce soit sur la distribution, le produit, les services, le calibrage, vous devez prendre en compte, évidemment, le facteur numérique. Et les exclus du numérique seront toujours exclus du numérique, mais on peut espérer qu'il y en ait de moins en moins. Alors, c'est surtout les petits cadres en bas, tout en bas que je voudrais voir avec vous. Donc, au niveau des marchés, qu'est-ce que c'est que les marchés qui nous intéressent? Vous voyez que sur le marché de, finalement, la dépendance et le soin, on est sur un marché de 2% de la population, 2 millions de personnes de plus de 85 ans qui sont des personnes dépendantes effectivement au domicile. Alors, bien sûr, avec des degrés de dépendance différents, hein. Vous connaissez le principe des GIR. Donc là, j'ai pas les détails par GIR, même si ça, je pense qu'on peut largement le trouver. En tout cas, si on s'intéresse aux médico-social, sanitaire, dépendance et soins, on touche un marché de 2 millions de personnes. Donc, c'est un marché de niche, en revanche, qui est un marché avec des marges importantes, mais pas forcément avec des volumes importants. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le marché, je dirais, des personnes qui sont concernées par les biens et services dédiés au vieillissement. C'est pas la même chose que médico-social et sanitaire et dépendance. Ça va être par exemple des aides techniques de compensation. Je vais donner des exemples concrets après. Et là, ça touche un marché de 7 millions de personnes. Donc, c'est un marché spécialisé, mais c'est pas non plus un marché général. Et ce qui est intéressant, j'en ai déjà parlé, c'est le marché des 16 millions de personnes, 25% de la population française, qui sont concernées par finalement le marché des biens de consommation classiques, des produits et des services que tout le monde pourrait consommer, mais que j'appelle des produits et des services d'ajustement à l'avancée en âge. Donc, c'est des choses parfois très simples, mais qui peuvent faire des très gros volumes, donc en termes de vente. Donc, on va en parler aussi tout à l'heure, à la fois sur les volumes, le type de produits, de services, et bien sûr les circuits de distribution. C'était ça l'objectif de la matinée.
Quelques petits points importants sur la prospective à très court terme, mais des choses que j'espère en tout cas que vous connaissez. Les quelques signaux faibles qu'on peut remarquer, bon, le senior numérique, je passe parce qu'on l'a déjà dit. Alors, il y a trois grands secteurs qui sont déjà bien structurés, qui sont en train de décoller. Bien sûr, le service à la personne, la formation aussi du service à la personne. Donc, c'est deux secteurs distincts. Il y a énormément de besoins, sachant que, encore une fois, la pandémie a accéléré ces besoins. Pourquoi? Parce que des gens qui se sont retrouvés isolés au domicile ont pris la décision en fait de se faire aider, d'être accompagnés par des aides à domicile, des auxiliaires de vie, etc. Donc on voit bien qu'il y a un besoin qui est connu depuis longtemps. En tout cas, ce marché est déjà bien structuré depuis de très nombreuses années. C'est un marché qui explose. C'est la même chose pour l'accompagnement renforcé au domicile, le soutien au domicile, l'adaptation de l'habitat. On a un exemple, tout à l'heure, je laisserai Dominique expliquer, mais en tout cas, c'est un secteur qui est bien structuré depuis de nombreuses années et c'est clairement un secteur complètement exponentiel parce que là encore, on a des nouvelles personnes âgées qui sont en train de rentrer sur le marché qui veulent absolument pas partir de chez elles. On l'a vu pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure et qui ont les moyens, qui savent aussi qu'il faut adapter son habitat. Pourquoi est-ce qu'elles le savent? Parce que la génération qui vient, la génération de futurs vieux qui viennent, c'est la première génération, alors peut-être de l'histoire de l'humanité, j'en sais rien, mais qui est expert dans son propre vieillissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent exactement les enjeux, les tenants, les aboutissants de la prévention et du vieillissement et du soutien au domicile, parce qu'ils l'ont fait pour leurs propres ascendants. Donc, ils savent exactement ce qu'il va falloir préparer pour eux-mêmes. Donc, ce marché est vraiment en plein boom. Et même s'il est déjà structuré, en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. Et là, on va voir encore une fois qu'il existe plein de circuits de distribution différents pour ce marché spécifique. Un autre marché qui est en plein boom, c'est ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Donc, c'est surtout les résidences seniors avec service qui, tous les ans, augmentent et encore, parce qu'il y a une nouvelle population, encore une fois, de personnes un peu plus jeunes qui ont beaucoup moins de difficultés à quitter leur habitat et à choisir de revenir en centre-ville dans des habitats plus petits qui sont adaptés avec des services pour les seniors. Donc là, on va bientôt approcher des 1000 résidences seniors en France. C'est un secteur qui fonctionne très bien. Après, la mobilité, c'est plutôt une priorité pour les usagers seniors. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux, de pouvoir sortir, de pouvoir bouger, de pouvoir se déplacer. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une offre qui n'est pas encore suffisante. Donc ça veut dire qu'on a une demande très forte avec en face des grands acteurs du transport qui n'ont pas complètement structuré. Alors bien sûr, des startups comme WeMove ou autres ont bien sûr réfléchi au sujet, mais n'empêche qu'il y a des choses à faire. Et ensuite, on va trouver aussi beaucoup de choses autour de la nutrition personnalisée. Pourquoi la nutrition personnalisée est très importante dans le vieillissement? Parce que tout simplement, les personnes qui sont en train d'arriver dans le grand âge, alors quand je parle de ça, je parle donc des boomers qui auront 83 ans entre 2027 et 2029. Pourquoi 83 ans, c'est un moment clé? Parce que c'est l'âge moyen de l'entrée potentielle dans la dépendance. Donc en fait, ces gens-là sont en train de préparer en fait ce moment-là. Ils ont évidemment toutes les chances d'atteindre cet âge-là, on l'a vu tout à l'heure, et ils savent exactement comment s'y prendre. Donc ça, c'est très nouveau. Et ce sont des gens aussi qui acceptent de dépenser de l'argent pour leur longévité. Alors là, c'est un signal faible, bien sûr, on n'entend pas ça tous les jours, mais en tout cas, sachez-le, il y a des gens qui ont compris que la vieillesse n'était pas une maladie, donc comme c'est pas une maladie, c'est pas forcément remboursé par la Sécu. Et donc, ils sont prêts à mettre un peu d'argent de leur part pour payer des services et des produits liés à la longévité. Ça, c'est un signal faible et la nutrition en fait partie. Alors, revenons sur le sujet de la distribution avant de donner la parole, bien sûr, à nos invités. Donc, je l'ai dit, c'est pas une filière classique, filière transversale. Donc, il y a beaucoup de circuits B2B, B2C, B2B2C, filière produit, filière service, tout ça est extrêmement différent. Donc, la question qu'on peut se poser, déjà, c'est à quelle silver economy j'appartiens? Est-ce que je suis dans les 16 millions, la grande consommation, des produits qui peuvent intéresser tout le monde, qui sont souvent faits à base de design universel et qui peuvent intéresser autant des personnes en situation de handicap que des parents avec des jeunes enfants ou des personnes âgées. Donc là, par exemple, on va parler d'un rehausseur de prise, on va parler de la lumière dans la douche, donc des choses très simples. Est-ce que j'appartiens à la silver economy dite de prévention?
Est-ce que, par exemple, mon produit, mon service va dans une logique de prévention, donc du coup, qui va intéresser particulièrement les pouvoirs publics et les groupes de protection sociale, les assurances, les mutuelles, etc. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est de leur intérêt d'avoir des personnes qui sont le plus possible dans la prévention, puisque ça veut dire qu'elles vieillissent mieux et longtemps. Ou est-ce que je suis dans la silver economy totalement médico-sociale et sanitaire avec ce micro-marché ultra spécialisé? Déjà, c'est la première question évidemment à se poser. Et une fois qu'on s'est positionné dans cette matrice ou dans plusieurs matrices, de savoir à quel type de senior on s'adresse, ça, on en a déjà beaucoup parlé et je pourrais évidemment, on pourra vous renvoyer toutes les informations sur la fameuse matrice prospective des profils de seniors. Et ensuite, on va se poser la question de la distribution. Alors, quand je dis ensuite, c'est pas vraiment comme ça que ça doit se passer. On doit évidemment se poser les questions concomitamment, puisque, comme là, il est écrit, la conception du produit, le business model, le marketing, en fait, il est vraiment très important et je pense que nos invités vont en parler. C'est de penser la distribution dès l'amont de la conception, parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment ce circuit de distribution qui va vous donner accès à l'usager. Et pourquoi c'est plus compliqué dans notre secteur que dans d'autres? Bah, vous l'avez compris, parce qu'on a plusieurs marchés, parce qu'on a, on a énormément de profils de seniors et on a énormément d'intérêts convergents, puisqu'on est au cœur finalement d'une transition majeure qui est la transition démographique. Donc, beaucoup de contraintes sont à prendre en compte, hein, donc je l'ai dit, les usages des bénéficiaires finaux. Par exemple, est-ce que vos bénéficiaires sont dans l'achat online, par exemple, sachant qu'il y a de plus en plus d'achats online chez les boomers, on peut monter jusqu'à des 60 ou 80% des achats online qui sont faits 80% des achats, pardon, sont faits online par les boomers. Est-ce que la cible à laquelle je m'adresse, elle est solvable ou est-ce qu'elle est plutôt tributaire d'un système de remboursement de protection sociale ou autre? Est-ce que mon produit est capable de passer à l'échelle? Alors ça, c'est très important. Et vous avez bien vu, c'est normal que ça soit noir. Il y a un petit problème de connexion. Voilà. Vous avez bien vu tout à l'heure ce que je vous ai montré sur le Scale-up Lab. C'est-à-dire que si demain, vous vous rendez compte que votre produit, c'est un produit qui peut devenir un produit grand public, si vous n'êtes pas capable de passer à l'échelle, vous n'allez intéresser ni les investisseurs, ni les circuits de grande distribution. Et ça aussi, nos invités vont en parler. Parce que si vous n'avez que la capacité de produire 100 000 unités de votre produit, bah, évidemment, vous n'intéresserez que très, très peu de secteurs. Donc ça, c'est assez clé, le passage à l'échelle. Ensuite, si vous appuyez sur des réseaux, alors là aussi, on va en parler, réseau bancaire, réseau assurantiel, réseau mutualiste, réseau retail, est-ce que ces réseaux ont atteint la maturité de distribuer des solutions qui sont en lien avec le vieillissement et non pas avec leur core business? Par exemple, on peut se questionner sur le fait qu'un mutualiste ou un réseau bancaire qui donc vend des contrats et des produits bancaires va se mettre à vendre des produits de silver economy, par exemple. Est-ce que, bien sûr, l'intention est bonne, est-ce que le réseau est en capacité de vendre ce type de produit? Donc ça, évidemment, c'est très important et vous verrez aussi qu'il y a des innovations qui sont faites sur ce genre de distribution. Donc, sur le core business, ça, c'est très important. La formation à la vente des seniors. Alors, je peux citer un exemple intéressant. Alors, malheureusement, la personne est partie à la retraite, mais chez Optique 2000, ils ont créé tout un système de formation pour les vendeurs, pour qu'ils puissent vendre les produits optiques à des seniors avec des logiques spécifiques pour que les opticiens puissent avoir un type de vente spécifique. Donc ça, c'est une initiative qui est quand même assez rare qu'on peut saluer parce qu'Optique 2000, avec 1200 points de vente, évidemment, ils ont un réseau très pointu. Et pour ceux qui vont aller sur les produits de grande distribution, de grande consommation, et ça, on va en parler, évidemment, c'est tout ce qui concerne les contraintes, les règles de la grande distribution. Alors, voilà un petit peu la logique de notre matinée, avant que je laisse la parole définitivement à nos invités. C'est que vous voyez qu'on a une vraie pluralité, une vraie complexité des réseaux de distribution, spécifiquement dans notre filière. Encore une fois, donc je l'ai dit, la grande distribution, la distribution spécialisée, les plateformes numériques, le retail, la distribution aux particuliers, les groupes de protection sociale, ils ont une mission très importante en termes de distribution de produits et services, et aussi les services publics et les collectivités. Pourquoi est-ce qu'ils ont énormément d'importance? Parce qu'ils ont intérêt à ce qu'évidemment les populations soient en bonne santé le plus longtemps possible. Les secteurs bancaires, les mutuelles, les assurances qui ont énormément de clients
et de possibilités. Alors, les foncières immobilières, c'est très important également parce que c'est souvent elles qui gèrent, par exemple, les logements sociaux et on a parfois des centaines de milliers de logements à équiper. Donc, c'est d'une certaine façon des débouchés potentiels. Et on va le voir, c'est assez nouveau, les officines. Alors, qu'est-ce que c'est les officines? C'est des pharmacies, bien sûr, des groupements de pharmacies qui, aujourd'hui, ont envie de se diversifier et on a un de nos invités qui va nous en parler. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, si vous avez des questions spécifiques sur ma première intervention, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'y répondrai pendant que les invités parlent. Et on va évidemment laisser la parole à nos invités. Donc, peut-être pour commencer sur ce que je viens de dire, par rapport à tout ce que j'ai dit, peut-être je pourrais laisser la parole à Dominique si tu es d'accord pour commencer. Je n'ai pas forcément mis dans le bon ordre parce que Dominique, toi, tu es dans un secteur qui était bien structuré. Tu as réussi évidemment à faire exploser ton activité sur tout ce qui est adaptation de l'habitat. Donc voilà, si tu veux réagir à ça, et puis peut-être après, Gabriel pourra prendre la parole, Romain, et puis on va voir un peu en fonction. Donc, chaque intervenant va présenter un peu son activité et sa vision du circuit de distribution pendant 5-6 minutes. Et puis ensuite, on pourra évidemment leur poser toutes les questions qu'on veut dans le chat et animer un débat s'il le faut. Donc, c'est vrai que c'est moins évident en digital, mais je pense que c'est très important que chacun puisse s'exprimer. Est-ce que Dominique, tu es d'accord pour commencer ou sinon, je vois que Benjamin est là. Peut-être que Dominique. Oui, allô? Bon. Ah, oui, voilà, Dominique. Bah, si tu es OK pour commencer. Je suis familier de Zoom, mais pas de Teams, donc je ne sais pas si on me voit en fait. Non, il faut juste que tu actives ta caméra et on te verra, mais on t'entend bien. Donc, Elle est activée. D'accord, bah écoute, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on t'entende. Donc, je te laisse te présenter et puis voir un petit peu comment dire, ta vision de ce sujet large, puisque tu connais particulièrement bien le sujet. Ok, parfait. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, 5 minutes. Alors, on est parti. Nous, on utilise, on est chez Indépendance Royale, donc on équipe le logement des seniors avec des équipements qui concernent toutes les pièces de la maison, le salon, la salle de bain, etc. On utilise deux modes de distribution, majoritairement du B2C avec du marketing et du commercial, et minoritairement du B2B2C avec notamment des pharmacies et en mode B2B2C, des pharmacies et des magasins de matériel médical. Ce que je vous propose, c'est de développer plus la partie B2C, puisque à 95%, on adresse notre clientèle par un dispositif purement B2C. Alors, partons de la difficulté. Alors, quelle est la difficulté? Il y a une difficulté qui est vraiment spécifique au marché des seniors, qui est qu'il n'y a pas de cible homogène. Le marketing, traditionnellement, est construit sur des communautés soit physiques, quand vous êtes dans des boutiques, donc ce qu'on appelle une zone de chalandise, soit liées à des CSP, par exemple, soit liées à des âges, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le cas des seniors. Les seniors, ils peuvent être urbains, ils peuvent être périurbains, ils peuvent être ruraux, ils peuvent être de CSP+, moins, etc. Donc, vous avez vraiment une dispersion des seniors partout en France. Et c'est pour ça que sur ces cibles des seniors, c'est vraiment une excellente idée que Silver Valley ait initié cette réunion. C'est que parce que le marché des seniors a cette caractéristique-là, cette dispersion, donc le sujet du circuit de distribution devient fondamental. Et devient fondamental, et donc ça se traduit comment dans les business models? Moi, j'ai été président de jury plusieurs fois dans les différents jurys. C'est qu'il y a un coût d'acquisition client qui est vraiment clé dans ce secteur. Et moi, je vois beaucoup de sociétés qui ont du mal à se développer en B2C parce que le coût d'acquisition client est mal évalué. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mixez ensemble ce que je viens de dire, donc la dispersion des seniors avec les canaux qui peuvent l'atteindre, vous avez deux étapes finalement. D'abord, vous faites du marketing, ensuite, vous faites du commercial. Quand on fait du marketing, la difficulté principale, c'est que les canaux disponibles, c'est-à-dire télévision,
presse, mailing postaux, emailing, AdWords, Google, Facebook, pour l'essentiel. Les canaux et télévision, je ne l'ai pas dit, et puis radio, les canaux disponibles sont en fait bien plus larges que la cible. Je m'explique. C'est que si vous prenez l'exemple de la presse, et ça c'est vraiment clé, moi j'ai l'histoire du groupe, on l'a vraiment construit sur cette idée-là, quoi. C'est que l'histoire de la presse, si vous prenez la presse, vous avez des magazines qui sont segmentés. Je prends la presse comme exemple, hein. Je pourrais faire la même chose avec la télé, les fichiers postaux, avec tout ce que vous voulez. Le lecteur d'ici Paris, c'est pas le même que celui de l'Express, donc les gens vont se regrouper par CSP, ou alors ils peuvent se regrouper par affinité, le sport par exemple, des collectionneurs, des magazines communautaires, etc. Donc au bout du bout, vous avez beau avoir une segmentation extrêmement fine du marché des seniors, vous allez avoir les classiques, les innovants, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme patatoïdes dans tous les sens sur le marché des seniors. C'est vrai, ça existe, mais quand vous êtes rendu au circuit de distribution, eh ben vous avez des canaux de distribution, enfin des canaux plutôt, qui adressent plusieurs de ces segmentations simultanément. Si vous passez sur France 2, par exemple, si vous mettez des spots de publicité sur France 2, eh ben, ma foi, vous aurez d'anciens médecins qui regardent, d'anciens ouvriers, des gens qui sont à la campagne, des gens qui sont près de chez moi à Mâcon, des gens qui sont à Paris dans le 6e arrondissement, etc., etc. Donc vous avez une taille de canal bien plus importante que la finesse de la segmentation dont vous disposez. Donc en fait, le logiciel habituel qu'on utilise, le logiciel cérébral qu'on utilise en marketing, qui est d'adapter un message à la cible, est en fait extrêmement difficile à faire, pour ne pas dire quasiment impossible à faire quand vous êtes en B2C. Donc la solution, c'est quoi? Eh bien, la solution, il y en a deux en fait. Il me reste 1 minute de parole. C'est d'une part, 1 minute 30, c'est d'une part de créer des messages universels. C'est ça qui est dur, parce qu'on fait rarement ça en marketing. Quand vous ciblez les acheteurs de BMW série 5, vous avez une catégorie de sexe, d'âge, de CSP bien précise en tête. Donc il faut créer des messages universels, c'est pas ce dont on a l'habitude de faire en marketing. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une réflexion sur le niveau d'intérêt des gens. Est-ce qu'on est plus ou moins en amont, pardon, ou plus ou moins en aval du processus de décision? En gros, pour faire simple, tout ce qui est le on, le numérique, vous allez être très en amont du processus de décision. Je caricature un petit peu, mais c'est quand même ça en moyenne. En moyenne. Quand vous êtes sur du print, donc presse et mailing postaux, vous êtes plutôt en aval du processus de décision. Donc ça veut dire qu'il faut croiser à la fois le niveau où vous en êtes amont-aval du processus de décision du client avec la nécessité de faire un message universel qui va s'adresser à toutes les catégories de seniors. Ça veut dire pour finir, j'ai passé mon temps de 40 secondes, pardon, ça veut dire pour finir que nous, on est une machine à test. On doit faire 200 à 300 tests par an chez Indépendance Royale sur différents canaux. Ouais, on en fait 20-30 par mois. Et on teste. Je peux vous dire que chaque centimètre carré d'une pub de presse, par exemple, il est pensé, réfléchi, testé, retesté, retesté, retesté. Ce que j'ai en haut à gauche de mes annonces presse, c'est un exemple, hein, je pourrais faire ça avec des emailing, etc. Ça a été testé 20 fois. Est-ce qu'il faut un homme, une femme, des yeux bleus, des yeux marrons, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, l'homme plus grand que la femme plus grand que l'homme, habillé en rouge, habillé en vert, habillé en blanc, etc., etc., des cheveux gris, des cheveux noirs, des cheveux poivre et sel. Et bien, tout ça, c'est une machine à test. Et donc, il y a une espèce d'alchimie, pour finir, d'alchimie très particulière de ce canal de distribution-là. J'ai fini. Merci Dominique. Alors effectivement, je pense que c'est un très bon lancement de... Il y a un micro à couper, si possible. C'est un très bon lancement sur notre sujet, puisque c'est vrai que dans notre communauté de seniors, on voit bien que les sujets, par exemple, de l'iconographie sont absolument fondamentaux pour eux dans le processus de choix. C'est-à-dire que si l'iconographie n'est pas la bonne, de toute façon, le track, la pub, le mailing sera abandonné. Donc là, premier point très important pour gérer cette approche de distribution, c'est comment on accède à ce réseau de distribution par une communication très ciblée, très particulière. Donc ça nécessite une fois encore de savoir où on se positionne,
et de savoir également à quelle cible on s'attaque et quels sont les canaux pour toucher ces personnes, pour toucher les canaux de distribution. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Ou si Marion ou si quelqu'un de Silver Valley peut couper le micro. Est-ce que quelqu'un de Silver Valley peut couper le micro, si vous voulez? Ouais, bon. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Au bout d'un an d'utilisation des réseaux, des visios, normalement, vous devriez avoir acquis le coupage de micro quand on ne parle pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dominique. J'espère que tu reprendras la parole après et qu'il y aura de nombreuses questions sur ce sujet. En tout cas, n'hésite pas à mettre dans le chat le lien vers Indépendance Royale ou d'autres sujets que tu voudrais partager avec les gens qui sont ici présents. Et pour continuer justement cette approche globale, je vais laisser la parole à Benjamin Zimmer qui devra nous quitter bientôt. Et Benjamin, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Benjamin qui a, on va dire, inventé une sorte de nouvelle approche de la distribution. Et donc, je te laisse exprimer ça, d'avoir une approche un peu globale et puis d'expliquer ce que fait Silver Alliance. Et ensuite, je laisserai la parole à Gabriel Delpech, qui est un ancien acheteur et spécialiste de sujets de grande distribution. Puis après, on abordera les sujets plus spécialisés, les réseaux plus spécialisés, comme les groupes de protection sociale, les réseaux bancaires, l'officine. Et on terminera par le témoignage de Philippe Meralve, qui est une start-up, qui est une des premières start-up de la Silver Economy à avoir contractualisé un circuit de vente avec un réseau spécialisé de type mutuel. Benjamin, je te laisse la parole. Merci d'être là encore. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Nicolas, merci pour l'invitation. Donc je vais essayer de tenir en très peu de temps. Je voudrais juste, pour commencer, vous dire que une chose basique, le bon sens paysan, que tout simplement, un marché, ça réside entre une combinaison harmonieuse entre une demande qui est plus ou moins entendue, avec une offre qui cherche plus ou moins à la satisfaire et un réseau de distribution qui fait en sorte d'acheminer cette offre vers sa demande en utilisant évidemment ces canaux d'information, ces canaux de communication, etc. Quand j'ai fondé et dirigé Silver Valley pendant quelques années, j'en ai vu des entrepreneurs se casser les dents en sortant d'écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., lancer des startups en se disant les seniors, ils achèteront sur Internet mes produits. Pas de bol. Beaucoup de seniors encore aujourd'hui sont dans l'électronisme et ne vont pas sur Internet pour acheter des produits ou des services. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça pendant des années. C'est un cas, c'est encore quelque chose qui est avéré, notamment pour ceux qui ont plus de 75 ans. C'est la raison pour laquelle des modèles comme Indépendance Royale, qui utilisent notamment la VPC, performent parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils lisent beaucoup de magazines sur lesquels ils y retrouvent leurs affinités, leurs besoins, etc., des informations qu'ils ont besoin au quotidien. Et c'est vrai qu'ils tombent sur des publicités de produits qui peuvent les interpeller par rapport à des situations qu'ils vivent au quotidien. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien. Ce matin, j'étais avec 30 patrons de boîtes de la Silver Alliance où justement on dit travailler. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents dans l'audience là, mais on faisait état de tous les modèles économiques de distribution qui existent dans la Silver Economy. Je travaille, moi, avec une entreprise qui s'appelle Gifar, qui a 1500 officines de pharmacistes, une coopérative. Je travaille avec les opticiens mobiles qui ont un réseau de VDI, qui ont des franchises, qui ont des franchisés. Je travaille avec Tipeee Job, qui redonne de l'emploi à des seniors et qui, pour beaucoup d'entre eux, deviennent des commerciaux des entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a énormément de modèles. Et donc, quand on s'attaque à vouloir vendre à des assurances, à des mutuelles, à des caisses de retraite, à des banques, à des résidences-services, à des groupes, à des EHPAD, systématiquement, vous devrez refaire un business plan, un modèle économique, parce que les interlocuteurs que vous allez avoir en face de vous sont jamais les mêmes, leurs modèles ne sont jamais les mêmes, leurs intérêts par rapport à votre entreprise ne sont jamais les mêmes. Donc, pensez que votre produit peut se vendre à tous ces acteurs-là, vous allez dans le mur sans problème. Et
plus rapidement encore aujourd'hui avec la vitesse qu'il faut pour exécuter et délivrer ces marchés. Donc, moi, Nicolas, je n'ai pas de science exacte. J'observe juste qu'il y a des pratiques, des bonnes pratiques qui performent très bien. Enfin, je vous en citais quelques-unes comme ça que je connais un petit peu. Familéo, que beaucoup d'entre vous connaissent. Quand ils communiquaient ou essayaient de vendre à des seniors, ça ne marchait pas. Le jour où ils se sont aperçus que leurs clients, c'était des gens qui avaient 35 ans et qu'ils ont orienté leur communication vers des personnes de 35 ans, avec un bénéfice pour des personnes âgées de leur solution, eh ben, c'est comme ça que l'entreprise est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui et qu'elle est aujourd'hui rentable avec plus d'1 million d'utilisateurs. J'imagine que c'est la même chose pour plein d'autres entreprises. Et donc, je pense qu'il faut avoir en tête que quand vous construisez une entreprise, ayez l'obsession, certes, de développer une offre, mais d'abord réfléchissez bien avant de développer l'offre aux problèmes que vous cherchez à résoudre. Parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de seniors qui sont en manque de liens sociaux qui vont utiliser une énième application de réseau social. C'est pas eux qui vont aller sur la nouvelle application qui débarque des États-Unis. Entre autres, c'est pas eux qui vont aller sur Internet acheter des produits comme on le fait quand on a 35 ans. Euh, il faut que vous ayez cette culture-là, que vous preniez vous transformiez en une personne en essayant de comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses habitudes, comment vous pouvez les faire un petit peu changer sans trop la perturber, parce que sinon elle n'ira pas. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument si vous décidez d'aller en... Là, ce que je viens de vous évoquer, c'était plutôt du B2C. Si vous allez en B2B2C, bah, il faut que vous alliez comprendre ce que c'est qu'une mutuelle. Donc, il faut appeler Romain Gano et lui demander c'est quoi la mutualité du bien vieillir, c'est quoi le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale, c'est quoi à Gabriel la spécificité, les caractéristiques qu'il faut quand on veut vendre dans une grande surface, en grande distribution, c'est quoi le modèle économique d'un pharmacien. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous allez perdre un temps fou à imaginer une solution, peut-être aller jusqu'à son développement, à être à court en termes de cash, parce que vous allez mettre toutes vos économies, vous allez avoir levé des fonds pour pouvoir le faire. Et au final, quand vous allez aller voir vos premiers clients potentiels, je parle bien en B2B2C, bah, vous allez vous apercevoir que vous n'y êtes pas du tout parce que vous n'avez pas compris leur fonctionnement. Donc, au tout départ, quand vous imaginez une solution pour une personne âgée, imaginez aussi le réseau qui va permettre à cette future solution d'aller vers cette personne. C'est juste essentiel et c'est un temps perdu magistral quand on ne réfléchit pas à ce réseau-là et c'est un gouffre financier lorsqu'on n'y a pas pensé au tout départ. Et force est de constater qu'avec mes 20 ans d'expérience dans ce secteur-là, en France et à l'international, ceux qui ont pensé ça dès le départ, bah, bizarrement, c'est ceux qui auront réussi aujourd'hui, eux qui sont encore vivants, même après une crise aussi violente qu'elle a pu être. Et avec une caractéristique, c'est qu'elle a jamais, cette crise-là, elle a aussi montré que les seniors n'avaient jamais autant besoin de solutions pour pouvoir rester en vie et vivants dans leur domicile. Donc moi, j'aurais plutôt voilà, tendance à vous dire, parce que je pourrais passer 2 heures à vous raconter et je veux vraiment tenir mes 6 minutes, donc là, je suis en train de les tenir. Je vous invite à lire des livres. Un livre sur la stratégie marketing de l'innovation, qui va vous donner beaucoup de clés pour justement ces réseaux de distribution. À lire un livre aussi d'une professeure qui travaille en économie à Grenoble, qui s'appelle Valérie Chanal, qui est une spécialiste des réseaux de distribution. Et puis vraiment aller rencontrer des acteurs qui ont réussi, aller rencontrer vos clients, ne pas attendre qu'on vous dise d'aller le faire, mais faites-le. Vous prendrez peut-être des gifles, des claques, des portes fermées, mais à force d'essayer de les ouvrir, vous allez les ouvrir. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce message. Alors, effectivement, si tu peux mettre dans le chat les références des livres, je pense que ça intéressera toutes les personnes présentes ici. Donc, n'hésite pas à les mettre dans le chat avant de nous quitter. Et alors, je profite quand même de l'opportunité laissée par Benjamin quand il dit de rencontrer les seniors, etc. Sachez que pour ceux qui sont encore une fois qui nous rejoignent chez Silver Valley, que dans le cadre de votre adhésion, vous avez la possibilité de vous inscrire à un jeudi des concepts crash, qui est un dispositif qui est financé par la CNAV, où tous les premiers jeudis de chaque mois, vous pouvez pitcher en ligne
Vous pouvez pitcher en ligne sur votre projet, avoir un retour direct d'usagers qui n'ont pas de lien affectif avec vous. Hein. C'est pas vos grands-parents, c'est pas vos grands-oncles et vos grandes-tantes. C'est juste des gens qui vous connaissent pas, qui sont un peu des militants de l'âge, qui ont envie de progresser avec vous. Donc les jeudis des concepts crash, vous pouvez trouver ça sur le site internet Silver Valley. Vous inscrire, il y a encore de la place, je crois, au mois d'avril. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour tester continuellement votre projet, etc. Donc là, ce qu'on voit pour continuer sur le sujet, au niveau des circuits de distribution, c'est que d'un côté, on a bien vu avec Dominique l'importance de la communication et du marketing direct. Et on voit avec Benjamin l'importance du marketing, donc l'organisation d'une stratégie marketing globale qui permet d'accéder aux circuits de distribution avant de se dire je veux être ici, je veux être là, je veux être à tel endroit. On voit bien que c'est une approche vraiment globale qui se fait en amont de la conception des produits et des services. Et comme l'a très bien dit Benjamin, qui a été intégré à la fois au business model, c'est-à-dire avec le coût qui va avec, et qui a été intégré dès la conception de l'innovation. Donc voilà, ça c'est des messages qui sont un peu clés. Je vais donner la parole à Gabriel Delpech pour avoir encore une dernière approche globale. Et puis après, on passera à Guillaume Paquin pour la partie officine, parce que je crois, Guillaume, que vous devez nous quitter assez tôt, donc je ne voudrais pas vous retarder. Et ensuite, on passera à ce que tout le monde attend avec impatience, évidemment. Comment est-ce que les groupes de protection sociale peuvent distribuer des produits, des offres, des services à leurs affiliés? Donc, Romain Gano nous prendra la parole, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Puis, Eric, Olivier. Et enfin, Philippe pour le témoignage. Gabriel, c'est à ton tour. Merci, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, alors je vais, je pense, aller un peu plus dans le détail par rapport à ce qui peut être évoqué auparavant et peut-être apporter déjà quelques clés, on va dire, par rapport à ceux qui veulent se lancer dans la distribution. Puisque donc, comme ça a été annoncé en préambule, donc moi je suis actuellement indépendant et j'accompagne des TPE, des PME, des startups pour développer leur activité e-commerce ou entrer en contact avec les marques et la distribution, mais pas spécifiquement dans la silver economy, c'est de manière générale. Et surtout avant ça, donc j'ai été acheteur et chef de produit pendant près de 10 ans, donc pour une grande enseigne multispécialiste de 300 magasins. Voilà, d'où forcément ma connaissance du sujet. Donc en complément de ce qui a été dit, déjà simplement la grande distribution de quoi on parle. Pour faire très simple, il y a la GSA et les GSS. Donc tout ce qui est GSA, c'est tout ce qui est alimentaire, donc type Carrefour, Leclerc. Et tout ce qui est GSS, c'est les enseignes spécialistes. Et là-dedans, on va retrouver donc des multispécialistes de type But, Conforama, Fnac, Darty par exemple, et des spécialistes qui sont plutôt du type Leroy Merlin, La Paire, Icina, donc ils sont vraiment spécialisés dans un domaine, ou parfois un peu plus, mais voilà, par exemple, Leroy Merlin, c'est une GSB, c'est un spécialiste du bricolage. Et puis à côté de ça, bien sûr, on a toute la partie vente à distance dans laquelle j'inclus donc tout ce qui est pure player. Ce sont aussi des distributeurs mais qui ne vendent que par Internet. On a dit en préambule que donc Internet c'est important, ça c'est sûr et certain, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 90% des ventes au détail qui se font en magasin. Donc ça reste forcément une part écrasante des ventes qui peuvent se faire sur de la vente au détail. Et du coup, il ne faut pas mépriser, si je puis dire, ce mode de consommation à l'ancienne. Alors quand j'y mépriser, c'est dans le sens où forcément sur des jeunes structures qui sont créées par de jeunes générations qui baignent dans le numérique, dans les réseaux sociaux, etc., voient l'intérêt de vendre uniquement par Internet. Donc ça peut avoir, ça a des avantages, c'est sûr et certain. Mais quelque part, quand on se limite à ça, forcément, on se limite par rapport au potentiel qu'on peut avoir avec sa société, puisqu'on ne va pas adresser toute la clientèle possible. Donc, il y a de fortes chances que votre cible ou vos cibles consomment à travers les enseignes de la grande distribution. Et c'est un moyen forcément a priori rapide pour développer vos ventes et beaucoup plus rapide que si vous vous contentez de faire de la vente en direct. Il est parfois plus simple de s'appuyer sur une ou plusieurs enseignes, par exemple, qui ont des dizaines de magasins, voire parfois des centaines de points de vente. Et dès que vous mettez un produit dans ce type de réseau, si vous avez la chance de référencer un produit, par exemple dans un réseau de 300 magasins, vous faites le calcul, hein, vous mettez au minimum 2 produits dans chaque magasin, c'est tout de suite des volumes assez conséquents. Donc c'est un levier de développement et de visibilité aussi qui est très puissant.
Et comme on l'a dit au préalable, c'est super important d'anticiper ce sujet parce qu'en fait, que vous vouliez ou non aller vers la distribution, le problème, c'est que le jour où vous voulez y aller ou que vous êtes forcé d'y aller, si vous n'avez pas intégré dans vos prix de vente et dans vos coûts qu'à un moment donné, il y aura peut-être un intermédiaire qui va demander 20 à 30% de marge, par exemple. Ça peut être même beaucoup plus important sur certaines catégories de produits. Si vous avez fait un prix de vente pour de la vente en direct, que vous avez déjà vous-même que 20 ou 30% de marge, admettons, bah, du coup, vous êtes un peu bloqué parce qu'il va falloir soit augmenter le prix de vente, soit baisser les coûts, ou éventuellement, ce qui est également possible, créer des produits spécifiques du coup pour la distribution. Et alors du coup, comment cibler les bonnes enseignes? Alors là, dans le cas de la grande distribution, c'est un peu compliqué entre guillemets parce que il y a différents types d'enseignes et finalement, vos consommateurs, vos cibles peuvent passer potentiellement dans toutes ces enseignes. Et sachant que l'acheteur n'est pas forcément l'utilisateur. Pareil, je crois qu'on l'a expliqué au préalable, hein, finalement, le client, ça va être qui? C'est soit la personne qui veut l'utiliser pour lui-même, soit une personne de l'entourage, de la famille, des aidants qui, du coup, passent par ces canaux de distribution-là et forcément font partie de vos cibles. Et en plus, en fonction des différents produits, ça peut être des produits qu'on va offrir, ça peut être un produit qu'on va acheter donc, pour aider, pour s'aider soi-même. Donc, il y a différentes raisons pour adresser ce canal. Du coup, alors, je vois que j'ai prévu de dire un peu plus de choses. Je vais essayer d'accélérer un peu pour laisser le temps aux autres. Donc, pour cibler vos enseignes, je dirais déjà simplement regarder forcément dans quel secteur ils sont. Si c'est un multispécialiste, peut-être que votre produit peut se rattacher à une catégorie de produits qui n'est pas spécifiquement pour une cible silver, si je puis dire, mais en tout cas, c'est une catégorie de produits que l'enseigne va distribuer, donc c'est une porte d'entrée. Ou si c'est une enseigne qui peut-être va pousser des produits innovants de manière générale, et forcément dans la silver economy, de manière générale, il y a l'innovation, donc ça peut être aussi une façon de s'insérer et puis d'intéresser ces enseignes-là. Et donc, pour aller assez vite, surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous allez vers la distribution, la première personne à convaincre et à séduire, ça va être le distributeur avant tout. C'est pas le client final, c'est pas l'utilisateur, là, pour le coup, c'est le distributeur. Et le distributeur, forcément, il a des attentes. Déjà, il faut qu'il veuille bien vous rencontrer. Ça, c'est la première partie du problème, parce que c'est pas forcément évident. Les acheteurs sont très sollicités. Il faut que ce soit la bonne personne. Donc, évidemment, il faut bien identifier en amont si effectivement votre produit se rattache à la catégorie qui est couverte par tel ou tel acheteur. Et puis, il faut savoir ce que le distributeur va attendre de vous. Donc, j'ai parlé de la marge, mais ça va être aussi avoir des conditions SAV, ça va avoir proposer de l'aide à la vente, des supports de vente. C'est peut-être mettre en place des animations en magasin avec des animateurs, peut-être avoir une force de vente terrain. Bon, alors ça, si vous en arrivez là, c'est que vous avez quand même déjà pas mal développé votre activité. Et puis, c'est aussi connaître déjà le vocabulaire de la distribution parce que voilà, c'est pas le même, comment dire, les mêmes relations qu'avec un client final. On va se parler de prix de facture, on va se parler de remise arrière, on va se parler de délai de paiement et ça, c'est un gros problème à prendre en compte puisque les délais de paiement sont très longs. Donc, voilà, quand on veut s'adresser à la distribution, il faut savoir déjà à qui on va s'adresser et il faut être prêt avant le rendez-vous, pour peu que vous obteniez un rendez-vous, à toutes ces questions et avoir les réponses du coup pour aller très vite et convaincre du coup le distributeur. Pour terminer, alors juste un petit aparté, la distribution, c'est parfois compliqué de l'adresser en direct, parce que pour des tas de raisons, l'acheteur va peut-être vous dire, moi je ne peux pas référencer de nouveaux fournisseurs parce que je n'ai pas le droit de le faire, parce que je n'en ai pas la possibilité. Donc, il faut aussi penser aux grossistes. Les grossistes, c'est un moyen, alors c'est parfois que des logisticiens, mais pas tout le temps. Il y a des grossistes qui vont en fait quelque part être votre avocat par rapport aux enseignes et vous aider à toucher des enseignes que vous ne pourriez pas forcément toucher directement. Donc, pour conclure, ce que je dirais, je pense que vous avez compris, la distribution, ce n'est pas une mince affaire. Mais pour moi, il est quasiment impossible de s'en passer pour beaucoup de produits. Il y a quelques exceptions. Et pour terminer, alors je sors de la silver economy, mais même si une marque comme Apple, qui est le leader sur le smartphone, qui fait énormément d'argent, utilise la distribution pour distribuer ses produits, c'est pas pour rien. Voilà ce que je dirais en conclusion. Alors, merci beaucoup, Gabriel, pour cette approche. Alors, c'est vrai que c'est rare que dans notre secteur,
on est quelqu'un qui connaît aussi bien la grande distribution. Il y a beaucoup de mythes autour de la grande distribution. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose enfin peut-être que tu vas pas être d'accord, mais donc on a eu quelques groupes de grande distribution adhérents chez Silver Valley et on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance d'ailleurs en Europe, c'était vraiment de favoriser énormément les marques de distributeurs. Donc en fait, ils voulaient produire en propre leurs propres produits et services. Donc là, ce qui peut être intéressant pour vous, pour ceux qui ont des produits qui vont aller sur le gros marché, des produits de biens de consommation liés à l'ajustement de l'avancée en âge, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de se rapprocher des services de R&D, de recherche, innovation, marketing stratégique, où en fait, voilà, votre produit peut être fait en marque blanche. Alors bon, je peux citer au moins deux projets sur lesquels Silver Valley a travaillé. Qui sont le groupe Leroy Merlin par exemple, et puis aussi le groupe Casino, qui ont travaillé avec Silver Valley sur des produits spécifiques qui venaient de l'extérieur, qui étaient finalement une sorte de croissance externe et qui ont été produits en propre à l'intérieur des grands distributeurs. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu en train de changer. Donc à l'instar de ce que fait aujourd'hui des grandes chaînes comme Monoprix ou la chaîne espagnole de supermarchés, je me souviens plus du nom, mais je pourrais la retrouver, qui a décidé de faire que des produits en marque distributeur, y compris en les prenant à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose d'important. C'est que parfois c'est pas que le distributeur qui est intéressant, c'est d'aller plutôt chercher la R&D sur le sujet. Merci beaucoup pour ce sujet. Alors c'est vrai que peut-être Gabriel, tu peux mettre, si tu as un site internet ou des références dans le chat, parce que comme c'est vrai qu'aujourd'hui tu es un consultant sur le sujet, tu accompagnes d'ailleurs certaines startups de Silver Valley. Donc, n'hésite pas à partager tes coordonnées parce que peut-être parmi les participants, il y en a qui voudraient aller plus loin avec toi. Donc là, on a cette approche un petit peu générale sur la distribution. Hein. Merci Gabriel, merci Dominique et merci Benjamin pour ce premier chapitre. Je propose maintenant qu'on aborde les secteurs un peu plus spécialisés, un peu plus spécifiques, notamment comme l'officine. Ça, c'est quelque chose de très nouveau, de très important. Donc, je remercie beaucoup Guillaume Paquin d'être parmi nous et désolé pour le retard. Je vais laisser Guillaume Paquin d'Objectif Pharma expliquer un petit peu les stratégies des officines aujourd'hui sur les produits et services en Silver Economy au sens large, au-delà effectivement du pur médicament ou du médico-social ou de la dépendance. Donc, Guillaume, je vous laisse prendre la parole et merci encore d'être parmi nous. Bonjour et merci de votre invitation. Donc, mon témoignage, ça va être plutôt un exemple de changement de modèle économique. Donc, moi, je me présente, je suis pharmacien d'officine et je suis en parallèle aussi vice-président d'un groupement de pharmaciens qui s'appelle Objectif Pharma et qui est en fait une coopérative de pharmaciens. Donc, le monde de la pharmacie, habituellement, on le conçoit pour le Kidam comme le spécialiste du médicament en pharmacologie, donc la délivrance du médicament. Et depuis quelques années, l'État a voulu nous attribuer des services afin de pouvoir détacher la marge commerciale sur la vente du médicament et la détacher et nous mettre plus en plus de services. Donc, on a ce qu'on appelle des services qui sont dits conventionnels, qui sont remboursés par la Caisse d'assurance maladie, qui vont s'attacher à l'observance du traitement. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est une action, un service qui est vraiment détaché de la vente du médicament, qui est proposé en plus et qui est remboursé par la Caisse d'assurance maladie. Et donc, du coup, nos groupements, parce que c'est vrai que nous, en tant que pharmaciens, on est un petit peu bloqué vis-à-vis de tout ce qui peut être publicité. On est vraiment dans un cadre légal. Donc, du coup, nos groupements réfléchissent, travaillent pour nous. Et depuis peu, on commençait à nous proposer différents services à proposer à notre patientèle. On avait commencé avec des services plutôt tournés jeunes parents, jeunes futures mamans. Et au fur et à mesure, on s'est approché de nos seniors et de nos silver. Et donc, du coup, on commencé à proposer trois grands services qui vont permettre d'aider nos patients plus âgés, donc les personnes qui sont à domicile, mais aussi nos aidants. Alors, le premier service s'appelle Ma pharmacie à la maison et c'est un service global qui va permettre d'englober un service de livraison,
plus apporter des produits d'hygiène, mais aussi d'autres services comme la sécurité du domicile. Donc tout ça, c'est packagé avec une valeur faciale indiquée, et puis un passage régulier tous les mois. Et du coup, quand on rentre à l'officine, eh ben, on fait un compte rendu à l'aidant. Donc, on s'occupe du senior, mais on va aussi s'occuper de l'aidant, puisque l'aidant maintenant et aussi commence à devenir de plus en plus âgé. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un des premiers services. Donc, un modèle économique nouveau, hein, qui a plus de vente de produits, mais vraiment rattaché à du serviciel. Un autre service que l'on propose qui s'appelle Noviacare. Là, c'est un petit peu novateur parce que du coup, le pharmacien, il est apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'on va apporter une solution qui est vendue par une des filiales de notre groupement. Et là, simplement, le pharmacien, il est apporteur d'affaires, il met en relation son patient avec une des filiales. Le service Noviacare, en fait, c'est une solution de sécurisation du domicile avec une box, un petit peu comme on peut connaître les présences vertes avec les montres. Mais là, c'est un dispositif un peu plus abouti avec une box et des capteurs qui sont dispatchés dans la maison. Et enfin, un autre service, et là qui a rien à voir, qui n'est pas une vertu économique, mais simplement une belle image. Parce qu'on s'est aperçu que nos jeunes seniors avaient été très altruistes, s'occupent de leurs parents, s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc, on a commencé à avancer dans cette démarche-là. Et on propose du coup à toute notre patientèle, mais on s'aperçoit que c'est vraiment les silver qui sont attachés à ce service-là. Ça s'appelle l'armoire à pharmacie solidaire. Et en fait, si vous voulez, c'est une armoire à pharmacie dans laquelle le patient peut déposer volontairement des produits d'hygiène corporelle, etc. Et tous ces produits-là, finalement, sont redistribués à une association style les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, etc. Et c'est redonné à des personnes qui en ont besoin. Voilà, donc tous ces exemples-là pour montrer comment le monde de la pharmacie a évolué. Et on s'aperçoit que dans les différents groupements de pharmaciens, tous les groupements se tournent de plus en plus vers le service. Alors, pour l'instant, ça reste très minime, hein, mais on voit qu'il y a quand même de l'appétence. Et de plus en plus, vous pourrez retrouver ce genre de service voilà, en officine. Voilà, j'ai essayé d'être assez court, de faire une présentation globale. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre encore. Oui, merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours accès au chat, donc moi, je retransmettrai les questions. Oui, alors j'ai vraiment voulu j'ai voulu faire intervenir Guillaume Paquin donc ce matin parce que nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des groupements d'officines. Et effectivement, il faut savoir que aujourd'hui, les officines, il y en a 22 000 en France. Donc, c'est un très, très gros réseau de distribution potentiel qui est plus gros que la Poste, qui est plus gros que la plupart des retailers, évidemment, plus gros que McDo, plus gros que tout ça. Et c'est vrai que l'intérêt des officines, c'est qu'elles sont implantées souvent dans des quartiers très fins et elles peuvent connaître parfaitement leur public. Donc, j'avais fait une intervention donc dans un think tank d'officine, qui s'appelle CNGPO, et c'est là qu'on avait rencontré donc Guillaume. Et c'est vrai que j'ai vraiment voulu que dans cette galaxie des réseaux de distribution, vous montrer qu'aujourd'hui, pour certains projets, certains sujets, finalement, l'officine était un bon débouché et qui est en train de travailler sur ce sujet. Donc voilà, c'était important de le parler. Merci beaucoup, Guillaume. Peut-être maintenant, si Romain, tu veux bien prendre la parole sur la globalité des réseaux de distribution, bien sûr, parce que tu as une vision absolument globale sur tout ce qui se passe en France en Silver Economy. Tu es Monsieur Silver Economy, Action Sociale d'AG2R La Mondiale, donc forcément, tu connais beaucoup, beaucoup de choses. Et puis aussi, tu réfléchis énormément au sujet de finalement la diversification des offres pour un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale, qui a plusieurs millions d'affiliés. Donc, ça veut dire que demain, potentiellement, AG2R pourra offrir des offres spécifiques. Donc, je te laisse prendre la parole de façon globale. Ensuite, Eric, je te donnerai la parole et puis
et on finira par Philippe. Romain, c'est à toi. Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors juste pour resituer, AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale français avec 4 millions de clients retraités. Quand je parle de millions de clients retraités, je parle à la fois de ceux qui sont clients en retraite complémentaire, donc il y a une activité non-profit, et en activité concurrentielle comme la mutuelle, l'épargne ou la prévoyance. Je vais réinsister sur 3 sujets majeurs évoqués par les précédents intervenants. Calculez et ne sous-estimez pas le coût d'acquisition client. Malheureusement, on voit trop souvent des entrepreneurs passer à côté dans la filière. Le deuxième conseil, c'est connaissez vos cibles. Qui sont vos clients? Qui sont vos bénéficiaires? Qui sont vos distributeurs? Et surtout, qui vous devez convaincre en priorité? Ça, c'est important. Connaissez vos interlocuteurs aussi. C'est qui va vous accompagner. Beaucoup de grands groupes vont proposer de l'accompagnement, mais qu'est-ce que cet accompagnement? Est-ce qu'il se limitera de la mise en relation, de l'organisation de réunions dans laquelle vous perdrez du temps et de l'argent? Ou qui peut réellement vous signer un contrat dans ces grands groupes? Vu l'heure, je vais concentrer mon intervention sur un réflexe que je veux dire classique, voire systémique, qui est de penser s'associer à un assureur ou un GPS pour distribuer ses produits. Il faut bien comprendre que quand on parle de distribution via un acteur de l'assurance ou de la protection sociale, on ne parle pas d'un modèle d'affaires, mais de plusieurs modèles d'affaires qui ont tous des avantages ou des inconvénients. Je parle volontairement de modèles d'affaires dans une table ronde consacrée à la distribution, car les deux sont liés. Le premier modèle est celui que je vais appeler de l'inclusion dans un contrat. C'est donc la cotisation qui finance l'accès au service ou le service lui-même. Alors souvent vu par le start-upper comme le Graal, car il conjugue solvabilisation et aussi distribution. C'est un modèle dans la réalité aujourd'hui qui est quand même quasi inaccessible sur une cible senior. Bon, je rappelle que les marges sont très faibles sur des contrats collectifs ou inexistantes et que les candidats pour ce type d'inclusion sont extrêmement nombreux. Alors le second modèle est celui, et c'est mon activité principale, qui est celui du financement par l'action sociale ou les activités sociales. Alors, il s'agit de solvabiliser ici l'accès à une prestation, et souvent la prestation elle-même, en fonction d'une politique sociale. Ici, il y a bien distribution et solvabilisation en B2B2C. A priori que des avantages, mais encore faut-il pouvoir y arriver, et là, il faut être honnête, les dotations sociales ne sont pas extensibles, les équipes sont sursollicitées, n'ont toujours pas la bande passante nécessaire. C'est mon cas aujourd'hui, peut-être que certains sont en attente de réponse. On fait au mieux, mais on a énormément de sollicitations. Enfin, ce sont des prestations qui sont payées à l'acte. Et il faut aussi que les clients y adhèrent, et je vais en reparler en fin d'intervention. Quand je parle de prestations aidées à l'acte, on s'engage par contrat sur un volume de prestations, mais après, on paye à la réalisation. Et donc, voilà. Il y a un troisième modèle aujourd'hui comment je vais dire ça, qui culturellement n'est pas le premier envisagé ni par les directions marketing des assureurs, ni par les start-upers en première intention. C'est celui de l'accord de distribution. L'assureur, le GPS, va distribuer un service en échange d'une commission, d'une rétrocommission ou d'un avantage sur le prix pour son client, voire les deux. C'est ce qu'un de mes collègues dans une autre direction appelle un accord win-win-win. Ce modèle-là a l'avantage d'être peu consommateur de ressources pour l'assureur et de réduire les coûts d'acquisition client en B2C pour l'entrepreneur. Un entrepreneur peut aussi contractualiser sur ces deux modèles d'affaires avec un assureur dans le cadre de contrats avec chacun une cible et un objectif spécifique. Donc encore une fois, connaissez vos cibles, connaissez vos clients, qui est votre bénéficiaire, et connaissez votre interlocuteur. Vous le voyez, on a développé depuis quelques mois plusieurs prestations de services solvabilisées par l'action sociale, donc on prend en charge et l'accès et le financement de la prestation. Ça ne nous empêche pas de travailler, par exemple, les directions marketing sur comment proposer ce type de prestation à des clients donc, qui ont les moyens de les payer ou qui ne relèvent pas notre politique sociale. Et donc, on négocie sur deux types de contrats. Alors, je vais quand même conclure pour nous laisser un petit peu de temps à l'échange après. Essayer de lever le voile sur un mythe qui est celui de dire que le contrat avec l'assureur permet tout de suite une croissance exponentielle avec la start-up. Quel que soit aujourd'hui le modèle utilisé sur les modèles d'affaires, on prévoit dans les contrats la progressivité de la croissance de la prestation et la facturation à l'acte. La distribution étant assurée par nos équipes ou par l'assureur, il faut que celui-ci puisse y mettre les moyens. Or, aujourd'hui, qu'il y a un retour d'expérience et un retour d'usage, on voit bien que la distribution d'un produit, d'un service n'est pas la distribution d'un produit d'assurance et pas toujours celle d'une prestation d'action sociale. Les temps changent, les acteurs de la protection sociale de l'assurance ont bien conscience de l'intérêt d'offrir du service en complément des produits, mais pour moi, nous ne sommes qu'au début de la transformation d'un secteur qui va aussi transformer les relations que les grands groupes vont avoir avec les entrepreneurs de la silver economy. N'hésitez pas, on échangera tout à l'heure, on va revenir
revenir vers moi. Mais en tout cas, lever le mythe qui est de dire c'est le contrat avec l'assureur qui tout de suite permettra la croissance. Non, il y aura des montées en charge progressives. Il faut bien travailler ensemble, échanger ensemble sur qu'est-ce qui peut être fait. On solvabilise la prestation ou on la distribue. Et dans ce cas-là, ce sont vraiment des accords de distribution différents, mais aussi des relations d'affaires différentes qu'on doit avoir entre nous tous. Merci. Merci beaucoup Romain. Je pense que c'était une intervention très importante parce que vous êtes très nombreux à nous questionner sur comment accéder au groupe de protection sociale pour nos innovations. Donc là, vous avez déjà une réponse. C'est des circuits bien spécifiques, alors qui sont très structurés, effectivement, avec différents types d'approches. Ce qui est très important, effectivement, c'est de savoir que c'est pas parce qu'on signe un partenariat avec un groupe de protection sociale qu'on va avoir des millions de ventes dans les 6 mois qui suivent. Romain l'a bien expliqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pluralité des produits et des services qui existent en silver economy, il y a une exigence de plus en plus forte qui se fait notamment sur les business plans, les business models et la scalabilité potentielle, parce que là, encore une fois, c'est pas l'idée de toucher 50 personnes. Alors n'hésitez pas à poser vos questions à Romain dans le chat. D'ailleurs, vous posez toutes les questions que vous voulez dans le chat. Il nous reste encore 2 interventions avant de pouvoir aborder les questions pour terminer vers 12h15, 12h30. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat et je me ferai le relais de ces questions. Je vais laisser, pour terminer sur la pluralité des circuits de distribution, la parole à Éric Olivier, qui est le directeur Silver Economy de la Banque Populaire Val-de-France, qui va nous expliquer un petit peu comment un réseau bancaire se transforme et comment il sort justement de son core business pour réfléchir à des questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc Éric, je te laisse la parole. Alors si tu veux avoir la parole, il faut activer ton micro. Oui, excusez-moi. Oui, c'est certain, quand je me coupe le sifflet tout seul, c'est pas facile. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est bon ce coup-là? C'est bon? Nicolas, c'est bon? Allô, allô? Non, mais c'est bon, c'est quand ton micro il est pas barré, on t'entend très bien. On t'entend. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on est une banque régionale sur un territoire, et donc aujourd'hui, effectivement, on pousse des solutions à destination de nos clients seniors. Alors, je voudrais revenir sur quelques messages que j'ai entendus qui étaient assez forts. Dominique, tout à l'heure, parlait d'un message universel pour parler à tous, aux seniors. C'est vraiment très compliqué à trouver, on est d'accord. Après, Benjamin insistait sur la demande, l'offre, le réseau. Ça me paraît aussi un sujet qu'on a en permanence en tête. J'ai bien aimé aussi l'idée de séduire le distributeur évoqué par Gabriel. Après, on voit que nous, distributeurs, on essaye de se réinventer. On voit par rapport à la pharmacie. Et puis enfin, Romain, par sagesse, disait que la montée en charge se faisait progressive et on le constate, nous, au quotidien. Donc, sur ces sujets-là, avant de se lancer, nous, on a cherché à avoir la légitimité aux yeux de nos clients, savoir si on était légitime à proposer ce type de prestations. Alors, les prestations classiques et puis les prestations, je dirais, extra-bancaires, je viendrai après. Et puis, le deuxième élément primordial pour nous, c'est d'avoir la volonté du comité de direction qu'on a, je dirais, du bénéfice à pousser ces sujets-là. Et donc, chez nous, les 2 leviers essentiels. Le premier, c'est en termes de notre clientèle de particuliers, c'est un levier de fidélisation pour nous. Et donc, on va plutôt s'adresser aux aidants. Et sur le marché des professionnels, c'est un marché de conquête, puisque on rencontre des entreprises, des startups de la silver economy. Alors, de quoi on parle chez nous? On parle de produits, entre guillemets, assez classiques, qui sont autour du financement, je dirais, du vieillir chez soi. Alors, ça peut se faire par de l'épargne en amont, ça peut se faire par du prêt au moment de l'investissement, et puis ça va se faire aussi par de la prévoyance, en anticipant le financement d'un aléa. Et puis, on développe aussi aujourd'hui des solutions extra-bancaires qui sont en construction autour de la téléassistance et d'autres, et pas que sur le côté, je dirais, médico-social. On veut aussi pousser des solutions à l'intention de nos seniors sur le côté plutôt, je dirais, plutôt fun, au côté de sorties culturelles, du répit, du voyage. On travaille sur ces sujets-là. Alors, les 2 problématiques que moi je souhaitais évoquer là, la première, c'est
ce qu'on constate au quotidien, c'est le degré d'acculturation de l'entreprise, je dirais, aux problématiques des seniors. Et puis le second, c'est quels sont nos canaux de distribution pour, je dirais, pousser ces solutions-là et ces produits. Alors, sur le premier sujet, l'acculturation des collaborateurs, on voit bien qu'aujourd'hui, nos collègues conseillers ont des difficultés à aborder ces sujets-là. On n'est pas à l'aise à parler de la dépendance, on n'est pas à l'aise à parler de la cessation d'activité. C'est des sujets qui ne sont pas naturels et donc on a des programmes de formation, d'accompagnement sur ces sujets-là et on s'appuie sur la politique sociale de l'entreprise, si tant est qu'il y en ait une, où on donne la parole régulièrement aux aidants et donc on peut raconter des histoires qui permettent de raisonner à l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est un sujet, c'est acculturer, former et s'assurer aussi que nos collègues connaissent et maîtrisent les offres que je dirais qui sont sur les étagères. Et sur la stratégie, nous, entre guillemets, on a une chance, c'est qu'on a, je dirais, un certain nombre d'informations que l'on peut extraire, que l'on peut, grâce à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, dans nos stratégies d'adresser nos clients, on mise sur les moments de vie. Alors ces moments de vie-là, on arrive à les capter en allant chercher des informations sur nos bases de clients. Alors pour les moments de vie, départ à la retraite, la préparation de la retraite, la grand-parentalité. Ça peut être aussi évidemment le veuvage, ça peut être aussi à un moment donné une fragilité, et puis aussi les commentaires qu'on peut avoir de l'ensemble de nos collaborateurs. Tout ça, je dirais, tout ça mixé, on arrive à adresser à un moment précis nos clients sur des solutions, que ce soit à leur bénéfice direct ou pour le bénéfice d'un aidé. Voilà ce que je pouvais dire moi sur ces sujets-là, acculturation et nos canaux de distribution, et en priorisant le full web aujourd'hui, avec un objectif, c'est de renvoyer nos clients vers les agences. Alors merci beaucoup Eric. En fait, moi j'avais un peu une question pour toi et aussi Romain. Par rapport à l'état des lieux sur l'acculturation des conseillers de vente en fait sur les sujets, parce que souvent ce qu'on entend, c'est que il y a beaucoup de décisions qui peuvent être prises, je dirais au sommet de l'organisation sur les nouveaux business, mais qu'en réalité sur le terrain vraiment commercial, ça reste compliqué d'acculturer les conseillers à vendre autre chose que ce qu'ils savent faire. Et du coup, ça sera une parfaite transition pour que Philippe puisse faire le témoignage sur le temps qu'il a mis effectivement à pouvoir contractualiser avec une mutuelle. Je ne sais pas si Romain est encore là et si ou Eric, tu peux parler sur ce sujet. Et ça, c'est souvent quelque chose que nous, on dit régulièrement sur les entrepreneurs en leur disant mais il ne faut pas non plus faire trop d'illusions, ou c'est très très long de pouvoir contractualiser. Du coup, ça nous laissera la transition avec Philippe. Alors Romain, je vois que tu as allumé ta caméra, on t'écoute sur ce sujet. Oui, c'est un des points majeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nos groupes sont capables de signer des accords soit de distribution, soit de même solvabiliser le service. Mais on voit bien aujourd'hui, moi j'ai plusieurs services en gestion, on a fait un contrat avec l'entrepreneur, mais après pour le distribuer, on n'est pas des experts du marketing des seniors et encore moins nos équipes marketing. Donc, et même en le payant, des fois, on a du mal à trouver des bénéficiaires. Et pas autant que ce qu'on en avait prévu et quantifié. Et aujourd'hui, ça se traduit. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, la force de vente, même quand le service est payé, la force de vente, elle doit être sur le terrain, parce qu'une partie du marché des seniors, c'est un marché de proximité. Donc, le seul aspect plateforme ne suffit pas. Le seul aspect, il faut les deux. Et deux, quand on est sur du service concurrentiel, il ne faut pas se tromper avec Eric Olivier, on a le même type de commerciaux dans nos équipes qui sont des gens qui ont l'habitude de vendre du produit d'assurance ou du produit bancaire, et vendre un service, c'est pas vendre un produit. C'est pas vendre un produit. Donc ça demande un énorme travail y compris culturel, sur repenser la relation à son client, repenser sa relation à l'autre.
Et donc voilà, le contrat est déjà difficile à avoir, mais le contrat n'est que le début de l'histoire. Donc, mais je pense, voilà, par contre, que dans les 5 ans, l'environnement banque-assurance va vivre sa révolution en termes de services et qu'on verra un changement. Mais aujourd'hui, on est dans l'entre-deux. Je pense qu'Éric Olivier, je ne fais pas injure en disant ça. Non, alors c'est vrai que nous, alors notre tactique, entre guillemets, je peux parler stratégie, notre tactique, c'est de donner l'information aux conseillers des offres et des possibilités qui existent. Ça, c'est la première chose, de façon à ce qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils puissent maîtriser. Et ensuite, c'est d'adresser en direct nos clients. Alors, on mise plutôt les clients aidants, et donc on mise sur le fait qu'ils ont une appétence à pouvoir souscrire en full digital et à minima se renseigner et revenir en agence pour pouvoir, je dirais, je serais tenté de dire qu'on inverse la pyramide sur le sujet. On souhaite que ce soit nos clients qui mettent la pression sur les conseillers pour pouvoir répondre aux attentes. Merci, ça c'est très important. Alors du coup, c'est vraiment là une très belle transition pour laisser la parole à Philippe Méralbe, qui est le cofondateur d'Agitam, une des startups de la Silver Eco qui rencontre pas mal de succès et qui réussit bien. Et Philippe a accepté de nous faire part en fait du travail qu'il a fait en tant que vraiment startup qui a disrupté le marché des obsèques. Peut-être Philippe, tu vas nous expliquer vraiment l'aventure, en fait, le processus pour être distribué en tant qu'acteur minoritaire au départ, outsider en tout cas. Et comment est-ce qu'il a fait, le temps qu'il a mis, les difficultés qu'il a eues justement pour pouvoir s'intégrer à un réseau de mutuelles. Philippe, si tu veux bien prendre la parole, on sera ravis d'entendre ce témoignage pour terminer notre matinée sur une note à la fois positive et négative, en tout cas pour bien montrer la complexité des réseaux de distribution qui était vraiment l'objet de la matinale. Et surtout, si vous avez des questions, préparez-les dans le chat, que chacun des interlocuteurs puisse vous répondre. Voilà. Merci. Ouais, merci Nicolas et bonjour à tous. Du coup, effectivement, ce sera plutôt un retour d'expérience. Déjà, il y a beaucoup de choses intéressantes et vraies pour moi qui ont été dites, que ce soit par Romain ou également Benjamin. Nous, en 2 mots, donc à Agitam, on adresse le marché du funéraire, des obsèques, qui est un secteur très cher, très opaque. Il y a plein de biais sur ce secteur-là. Et du coup, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe. Moi, si j'avais des recommandations, c'est aller voir des B2B, c'est très bien, des B2B, des assureurs ou des mutuelles, type AG2R. C'est effectivement le Graal, parce que, il faut pas se le cacher, ils ont des volumes qui, pour une startup, font rêver l'ensemble des startups. Par contre, il faut aussi se mettre à la place du B2B, de l'assureur, qui voit débarquer 15 startups tous les jours, chacune qui lui vend monts et merveilles. Et donc, du coup, c'est également difficile pour eux et très engageant pour se positionner. Donc, déjà, mon premier conseil, c'est ne pas miser toute sa boîte sur ce canal, qui sont le B2B. Nous, en fait, on a commencé sur du B2C, en accompagnant directement les gens qui venaient nous voir, les familles qui venaient nous voir en direct. Et ça reste encore aujourd'hui, après 5 ans, notre canal d'acquisition principal. Et on a commencé à faire un focus assez important sur le monde des assureurs mutuels il y a maintenant 1 an et demi, voire 2 ans. Donc ça prend un temps très très long, comme le disait Nicolas, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est effectivement les assureurs voient débarquer des startups, 15 startups tous les jours. Donc du coup, ils ont du mal à évaluer quelles sont les startups qui leur vendent du vent, juste du vent, ou celles qui ont un vrai produit. C'est assez difficile quand on se met à leur place d'évaluer la qualité du service qui va être rendu. Et après, il y a aussi beaucoup d'autres questions. Pour eux, un projet, c'est référencer un produit, un service. C'est long, c'est cher, il faut convaincre 15 000 personnes en interne. Du coup, il y a un investissement, temps et développement qui est long. Et la question sous-jacente, c'est une startup, c'est tout jeune.
mais ça peut aussi mourir très vite. Donc du coup, il faut miser sur le bon cheval parce que le temps qu'on va y passer, il faut que ce soit rentabilisé derrière dans la durée de vie et que la startup soit pérenne. Le corollaire avec ça, comme l'a très bien dit Romain, c'est que du coup les assureurs ont des volumes stratosphériques par rapport à ce qu'une startup gère. Enfin, en tous les cas, une jeune startup qui commence. Et la question évidente, c'est est-ce que la startup peut encaisser le volume d'un assureur. Donc, du coup, c'est pour ça que ça rejoint mon premier conseil qui est faites commencer par des canaux plus simples, moins volumiques, notamment du B2C, on peut croître plus déjà en toute autonomie, parce qu'on dépend de personne, et également de façon un peu plus linéaire, ce qui permettra d'atteindre une taille critique et en gros de commencer à agréger des canaux de plus en plus volumiques au fur et à mesure. Ce qui vous permettra, quand vous allez voir des gros acteurs type AG2R ou d'autres mutuelles, d'être crédibles parce que vous avez déjà un volume, parce que vous avez déjà vous avez déjà été référencé par d'autres B2B comme des assureurs. Et donc, en gros, vous êtes solide, vous n'allez pas mourir, vous pouvez absorber le volume. Il y en a d'autres qui vous ont fait confiance, qui ont réglé toutes les questions de RGPD, enfin, tous les trucs légaux que les grands groupes ont et qu'on ne se pose pas forcément quand on est juste en B2C. Voilà, donc c'est vraiment mon principal conseil. Et puis après, évidemment, c'est du commercial B2B, donc le réseau est très important. Si vous connaissez les personnes, ça aide, ça facilite. Trouver les bonnes personnes, d'ailleurs, dans ces groupes qui sont en général pléthoriques, c'est tout un taf. Enfin voilà, on pourrait y passer un temps fou. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ouvert. Alors, merci pour ces conseils qui sont très précieux puisqu'ils viennent de quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Alors déjà, premier pont, effectivement, chez Silver Valley, on est là pour ça. Typiquement, si vous inscrivez dans les mercredis d'entrepreneurs, là, je vois qu'il y a la question qui contacter alors Olivier qui nous demande quel interlocuteur contacter dans les mutuelles assureurs institutions de prévoyance. Alors ça, c'est très variable. Effectivement, chez AG2R Mondial, ils ont un temps d'avance puisque Romain centralise à peu près tous les sujets. Mais dans d'autres maisons, voilà, c'est très différent. Nous, déjà, sur ce sujet-là, on peut vous aider. C'est vraiment l'objectif des mercredis d'entrepreneurs, c'est de vous orienter au maximum, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des interlocuteurs pertinents qui vont avoir l'envie de vous rencontrer au moment où vous en êtes. C'est-à-dire que si c'est pas pertinent, on va pas vous griller auprès d'eux. Parce que, comme le disaient Philippe et même Romain, effectivement, si c'est pour proposer un projet qui n'est pas pertinent et pas viable, après, vous aurez du mal à revenir. Donc ça, c'est notre objectif. Ça, c'est le premier point. Donc après, là, je vois des questions. Donc, une question de Vincent qui nous dit est-ce qu'il y a des expérimentations sur des régions? Parce que sur la partie groupe, la partie au niveau national, je vois que ce qu'ils disent, c'est parfois 1 ou 2 ans. Effectivement, c'est corroboré par ce que vient de dire Philippe. Est-ce que parfois, au niveau donc la banque et l'assurance, donc c'est un très bon canal, vous avez raison Vincent, est-ce qu'il y a des expérimentations spécifiques sur des régions? Alors, je pense que c'est peut-être une réponse que Romain peut répondre ou Eric. Donc, Romain, je vois que tu as mis ta caméra. On t'écoute. Oui, alors je réponds chez AG2R Mondial. Oui, on a une porte d'entrée régionale. On peut avoir des expérimentations de services à l'échelle régionale. Après, nous, on se coordonne. On a créé un process pour sourcer ces expérimentations et pouvoir après passer à l'échelle. Je donne un exemple. Notre direction régionale Nouvelle-Aquitaine a testé un nouveau service aux seniors en 2020. Et aujourd'hui, on est en train de parler à nos administrateurs de la généralisation sur la France entière. Donc oui, on peut avoir des expérimentations régionales pour peu qu'elles ne soient pas redondantes avec des services qui existent déjà au national. D'accord, donc expérimentation régionale. Oui, Eric. Vas-y. Ouais. Pour répondre effectivement sur le sujet, alors nous, on est une petite banque régionale. En fin de compte, le dernier partenariat qu'on a monté, on l'a monté en 6 mois.
Aujourd'hui, voilà, et on va de plus en plus vite parce qu'on a levé tous les freins au niveau RGPD, au niveau juridique, au niveau contrat. On a un process qui roule pas trop mal. Encore une fois, effectivement, il faut que ça réponde à un besoin et autre. Mais en 4-6 mois, on peut pousser la solution à nos clients. Ce qui est un record, donc ce qui veut dire aussi que l'agilité des groupements régionaux est beaucoup plus importante que l'échelon national. Merci beaucoup, Eric. Alors, je crois que c'est une question pour Philippe. À partir de quand avez-vous commencé, une question de Clara, à partir de quand, de quelle taille avez-vous commencé à intéresser les grands groupes d'assureurs? Donc, je pense que, Philippe, si tu peux répondre, et peut-être que Romain, tu pourras compléter, parce que toi, tu es habitué à étudier ce genre de dossier. Ouais, alors ça rejoint pas trop la taille, mais nous c'est assez spécifique parce qu'on propose un service qui a également une connotation dans le monde réel. Et donc en fait, on a commencé à intéresser des acteurs, des assureurs mutuels quand on a pu délivrer un service sur toute la France, sans exception, parce que évidemment ces groupes-là cherchent à avoir une réponse pas juste à Paris ou à Lyon ou dans quelques villes, mais vraiment partout. Donc ça a été vraiment le fait déclencheur. Et puis après, comme à chaque fois, il faut un B2B qui vous fait confiance pour diverses raisons. Et après, c'est tout de suite plus facile, quoi. Dès que vous en avez signé un, c'est plus simple. Ouais, ça c'est vraiment l'enjeu, c'est de signer le premier, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors si vous avez d'autres questions, je vois que Romain et en fait Philippe avait répondu dans le chat, mais juste pour information, tout le monde ne voit pas le chat, ça je voudrais le dire parce que ça dépend un peu des versions de Teams, version dégradée ou pas, et malheureusement tout le monde ne voit pas le chat, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à prendre la parole. Alors si vous avez d'autres questions pour les intervenants sur Silver Valley, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, on va bien sûr conclure. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, hein, je pense que tout le monde a bien compris le message. On est dans une filière transversale qui a un gros potentiel. On en parle depuis longtemps de ce potentiel, mais ce potentiel, il n'a jamais été aussi réel que maintenant. Pourquoi? Parce que cette nouvelle génération de seniors qui arrive dans le grand âge est une génération très particulière parce que, elle est quand même plutôt solvable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont encore les moyens de payer certains sujets. Alors, pas tous, hein, je sais bien, pas tous, tout le monde n'est pas connecté, mais moi, je parle de la majorité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une véritable complexité en termes de public, et ça, Dominique l'a très bien dit hein, sur son expérience en termes de communication. Et ceux qui souhaitent découvrir la matrice prospective, vous envoyez un mail à Maeve et vous pourrez récupérer ce document qu'on partage beaucoup. Et aussi tous les circuits de distribution qui sont de plus en plus variés. Donc j'espère que vous avez réussi à bien comprendre cette approche qui est intimement liée avec la communication, le marketing, les objectifs stratégiques de chacun des acteurs qui ont des dispositifs spécifiques. Donc effectivement, quand vous décidez d'aborder tel ou tel circuit de distribution, il faut vraiment le connaître à fond et il ne faut pas aller tête baissée chez un très gros distributeur parce qu'aujourd'hui, ça peut porter évidemment atteinte à votre objectif. Donc, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, alors cet après-midi, effectivement, certains se sont inscrits au Speed Expertise qui vont permettre sur certains sujets de pouvoir parler vraiment de vos sujets spécifiques. Demain matin, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore vous inscrire aux journées portes ouvertes, même c'est une matinée qui est réservée effectivement aux prospects de Silver Valley, mais peut-être les nouveaux arrivants ont envie encore d'en savoir plus sur Silver Valley. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire encore une fois auprès de Maeve ou surtout sur le site internet où vous avez tous les formulaires. Et pour ceux qui veulent travailler vraiment sur le cœur de la sociologie des seniors, jeudi matin, on a une matinée qui est dédiée à la communauté des bénévoles de Silver Valley avec des prises de parole très intéressantes de l'ancienne ministre Michèle Delaunay ou de Marie de Henzel qui sont les marraines de notre communauté. Donc là, on va vraiment avoir du contenu sur la révolution de l'âge, sur pourquoi les boomers sont des militants de l'âge. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent participer parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir encore plus
de connaissance de cette cible qu'on essaye tous de toucher, de convaincre d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le marketing, par la communication, par la distribution, comme on l'a vu ce matin. Bon, en tout cas, je remercie énormément les participants d'aujourd'hui, les intervenants, les invités, évidemment, Dominique, Benjamin, Gabriel, Guillaume, Eric, Philippe et je dois en oublier un. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Et puis, on est à votre disposition. Maeve, c'est votre interlocutrice. Elle a donné son mail tout à l'heure, donc c'est avec elle que vous vous traitez. Et j'espère vraiment qu'on va vous retrouver rapidement dans les activités de Silver Valley. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et à cet après-midi pour ceux de cet après-midi, à demain ou à très bientôt. Au revoir.